Saviez-vous que le K2 est plus dangereux que l'Everest? Le K2 est souvent appelé la montagne sauvage. C'est un endroit où même les alpinistes les plus expérimentés affrontent des tempêtes incessantes, des pentes raides et glacées et une réalité glaçante. Il n'y a aucune marge d'erreur. Contrairement à l'Everest, où des milliers de personnes ont tenté l'ascension et beaucoup ont réussi, le K2 reste un défi bien plus dangereux et mortel. Ici, sur ces arêtes traîtresses et ces champs de neige, certaines des femmes alpinistes les plus courageuses de l'histoire ont trouvé une fin prématurée et tragique. Elles ont gravi avec des rêves et de la détermination, mais leur destin a été scellé par des forces hors de leur contrôle. Des tempêtes de neige, des avalanches et des glissades soudaines dans le vide. Sur l'Everest, environ un grimpeur sur 16 n'en ressort pas vivant. Mais sur le K2, ce chiffre passe à 4 sur 16. 25% des grimpeurs n'y survivent pas. Pas de grande chance. Et pour les femmes de notre liste aujourd'hui, une série de destins horribles. La discrétion des spectateurs reste conseillée. Supposons que vous soyez au sommet de la deuxième plus haute montagne du monde. Vous venez de grimper à 28 251 pieds, plus haut que presque n'importe quel autre point sur Terre. Vos poumons réclament de l'air et vous sentez la morsure aiguë du vent glacial sur votre visage. Mais rien de cela n'importe maintenant car vous l'avez fait. Vous y êtes arrivé. C'est ce que Liliane Bérard a ressenti le 21 juin 1986. Elle se tenait là, tout en haut du K2 avec son mari, Maurice. Le vent hurlait et la neige était partout. Mais à ce moment-là, rien d'autre ne comptait. Ils étaient là ensemble au sommet du monde. Mais sur le K2, atteindre le sommet n'est que la moitié du voyage. La vraie épreuve, c'est de redescendre. Alors que Liliane et Maurice commençaient à redescendre, le temps a commencé à changer. Au début, ce n'était que quelques nuages. Puis, un vent mordant a commencé à se lever. En quelques heures, une vraie tempête a éclaté. Imaginez une neige si dense qu'on distingue à peine sa main devant soi. Le vent vous déchire et chaque pas devient un combat. Dans une tempête de neige, sur le K2, la température chute rapidement et tout semble se dérouler au ralenti. Liliane et Maurice se sont retrouvés piégés dans une tempête de neige très haut sur l'une des montagnes les plus mortelles du monde. Sachant qu'ils avaient besoin d'un abri, et vite, ils se sont réfugiés sur une corniche étroite et se sont blottis pour se réchauffer pendant la tempête. Au fil des heures, chaque instant devenait plus froid que le précédent. Leur force diminuait alors qu'ils luttaient juste pour rester au chaud. Liliana connaissait le danger. Elle savait que la montagne se moquait de qui vous étiez ou de ce à quoi vous aviez déjà survécu. La montagne, après tant de vies prises, les menaçait à leur tour. La tempête a duré toute la nuit. Donc, au matin, ils étaient toujours piégés, épuisés et gelés. Ils ont tenté de bouger à nouveau, mais le froid était trop intense. Le corps de Liliane était en train de lâcher. Elle pouvait à peine soulever ses pieds. Le vent était un lutteur implacable, les frappant de tous les côtés et les repoussant à chaque pas. Jusqu'à ce que Liliane finisse par tomber. Elle est tombée violemment, la neige la recouvrant en quelques secondes. Même si Maurice était juste là, la tempête aveuglante les a séparés. Elle a essayé d'appeler, mais sa voix s'est perdue dans le grondement du vent. Elle tenta de se relever, mais son corps ne répondait pas. Imaginez-vous allongé, ressentant le froid pénétrer vos os, conscient que vous pourriez ne pas survivre. Qui sait à quoi elle pensait? Ce que nous savons, c'est que, dans ces derniers instants, elle était seule, avec rien d'autre que le vent et la neige autour d'elle. Après l'accalmie de la tempête, les secouristes ont retrouvé le corps gelé de Liliane sur une corniche étroite, à l'endroit où elle était tombée. Mais Maurice, son mari, était introuvable. Les jours sont devenus des semaines, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les sauveteurs se demandaient jusqu'où la tempête l'avait emporté. Son corps ne sera découvert que 12 ans plus tard, bien plus bas sur la montagne que prévu. Comme sa femme, le K2 ne lui avait montré aucune pitié. Liliane Barnard faisait partie des rares femmes ayant atteint le sommet du K2. Mais la montagne lui a pris la vie avant qu'elle ne puisse redescendre. J'aimerais que son histoire soit rare, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre combien le K2 peut être impitoyable. Notre prochaine histoire est encore plus déprimante. Elle concerne le triste cas de Julie Tulis, une réalisatrice, une mère et une alpiniste qui n'a jamais reculé devant un défi. Contrairement à beaucoup d'alpinistes évoqués, Julie n'a pas toujours été alpiniste. En fait, elle n'a découvert sa passion pour l'alpinisme qu'à la quarantaine. Avant cela, elle était professeure de judo.
Après avoir découvert l'alpinisme, elle est devenue accro. C'est devenu sa passion, sa façon de se connecter au monde. Elle a même filmé ses ascensions, capturant la beauté et le danger des plus hauts sommets. Avant de s'attaquer au cas de Julie, avait déjà gravi certaines des montagnes les plus difficiles de la planète, comme le Nanga Parbat et le Broad Peak, qui dépassent tous deux les 8000 mètres. Elle l'a fait en filmant, devant porter son matériel de caméra lourd, en plus de son équipement d'alpinisme. Elle voulait montrer au monde ce que c'était là-haut, dans l'air raréfié, où chaque pas était un combat. Mais le K2 était différent. La montagne sauvage était l'épreuve ultime. Elle pouvait forger ou briser le moral d'un alpiniste. Et Julie pensait qu'elle était prête pour ça. En août 1986, Julie et son partenaire d'escalade Kurt Diemberger ont rejoint un petit groupe qui tentait d'escalader le K2. À ce moment-là, Julie et Kurt étaient tous deux des alpinistes expérimentés, bien préparés pour le défi qui les attendait. L'ascension a bien commencé et le 4 août, ils ont atteint le sommet à plus de 8600 mètres d'altitude. Ils ont cru avoir gagné, mais comme vous le savez, le sommet n'est qu'à mi-chemin. Le vrai défi, c'est de redescendre. C'est alors que tout a commencé à s'effondrer. Alors que Julie et Kurt commençaient à descendre, le temps a rapidement changé. Une tempête est arrivée, avec des vents soufflant à plus de 100 km/h et une neige qui tombait si fort qu'ils avaient l'impression d'être enterrés vivants. Ils sont revenus au camp 4, où l'histoire devient sombre. Le camp 4 est l'un des plus hauts camps de la montagne. Il se trouve à environ 26 000 pieds dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort. On l'appelle ainsi parce qu'ici, l'air est si raréfié qu'il n'y a qu'environ un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. C'est pourquoi votre corps commence lentement à s'arrêter, privé d'oxygène. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir, et penser clairement devient presque impossible. Julie a commencé à le ressentir. Les premiers signes du mal d'altitude l'ont frappé de plein fouet. Pour ceux qui ne le savent pas, le mal d'altitude est un état causé par un manque d'oxygène dû à l'altitude. C'est comme le pire mal de tête de votre vie. Vous vous sentez étourdi, vous avez l'estomac noué et vous êtes trop faible pour bouger. Mais ça ne s'arrête pas là. Votre cerveau commence à enfler à cause du manque d'oxygène et vos poumons se remplissent de liquide. Chaque respiration devient une lutte, comme si vous suffoquiez. Julie connaissait déjà ces symptômes. Elle les avait déjà ressentis et savait les gérer. Mais jamais comme ça. Cette fois-là, c'était différent et pire. Et puis, ça a empiré encore plus. En sortant de la tente sous la tempête de neige, Julie a perdu pied sur la pente glacée, est tombée violemment sur la glace et s'est cassé les côtes. Kurt l'a aidée à retourner dans la tente et l'a tirée à l'intérieur. Julie était très mal en point et souffrait. Piégé, il faisait face à une tempête sans répit. Ils sont restés plusieurs jours blottis dans la tente, protégeant du froid et attendant la fin de la tempête. Mais le K2 les tenait dans sa poigne. Il n'y avait aucune issue. Julie s'éteignait rapidement. Elle pouvait à peine s'asseoir, son souffle était court et saccadé. Le mal d'altitude empirait, épuisant son corps. Kurt essayait de la maintenir éveillée, lui parlant, la suppliant de tenir bon. Mais elle alternait entre conscience et inconscience. Ses lèvres sont devenues bleues et sa peau est devenue pâle. Elle était glacée de l'intérieur vers l'extérieur. Le 7 août, il était évident que Julie ne tiendrait plus longtemps. Elle était trop faible, son corps était trop atteint. Kurt, son compagnon, a dit qu'elle la regardait avec des yeux qui disaient « tout ». Elle a chuchoté qu'elle était fatiguée et devait se reposer. Au cœur de la tempête, elle a fermé les yeux pour la dernière fois. Court est resté avec son corps, piégé par la tempête. Quelques jours plus tard, lorsque la tempête s'est enfin calmée, les survivants ont entamé leur longue descente. Le corps de Julie ajoutait un poids à transporter en plus de leur équipement et oxygène. Ils ont dû l'abandonner là-haut sur les pentes glacées. La fin fut triste après un voyage lumineux et plein d'espoir. La mort de Julie a choqué beaucoup de gens. Elle était une alpiniste, une conteuse, une pionnière et une mère qui a suivi ses rêves jusqu'au bout. Elle connaissait les risques et prenait toutes les précautions. Cependant, sur le K2, peu importe à quel point vous êtes expérimenté ou préparé. En une fraction de seconde, un expert peut devenir une victime impuissante. Parfois, les tragédies sur le K2 ne prennent pas la forme de tempêtes soudaines ou de chutes mortelles. Parfois, ce sont les dangers silencieux, ceux que l'on ne voit jamais venir, qui coûtent de la vie même aux plus préparés.
Notre prochain aventurier l'a appris de la façon la plus déchirante. En juillet 2008, Cecilia Skog se tenait sur le K2, avec la confiance calme que l'on attend de quelqu'un qui avait déjà conquis les endroits les plus hauts et les plus froids de la Terre. Cecilia avait gravi l'Everest, le Denali et le Cho-Oyu. Elle connaissait donc le danger et les conditions extrêmes. Elle avait skié jusqu'au pôle nord et sud et était la première femme à réaliser le grand chelem de l'explorateur. C'était une aventurière chevronnée. Elle était prête à tout, du moins le pensait-elle. Son mari était à ses côtés. Rolf B., un alpiniste comme elle qui partageait la même passion. Ils avaient gravi de nombreux sommets ensemble, mais le K2 occupait une place particulière dans leur cœur. Ce n'était pas la première fois qu'ils affrontaient les pentes impitoyables du K2. En 2005, le mauvais temps les avait forcés à faire demi-tour. Mais maintenant, 3 ans plus tard, ils étaient déterminés à atteindre le sommet, ensemble. Ils ont choisi de gravir le K2 par la voie Sassin, offrant un chemin direct sur la face sud. Cet itinéraire était plus difficile, mais c'est justement ce qui les attirait. L'ascension s'est bien déroulée. Ils ont gravi la montagne en un temps record et le 1er août, Cécile et son mari étaient presque au sommet de la montagne. Le temps était clair, tout semblait en leur faveur lors de leur dernière ascension vers le sommet. Rolf, un peu fatigué et souffrant du mal d'altitude, a choisi de rester en arrière et de se reposer sous le sommet. Mais Cecilia et un autre alpiniste, Lars Ness, ont continué portés par le rêve de marquer l'histoire. Cecilia et Lars ont atteint le sommet en fin d'après-midi, le 1er août 2008. C'était un exploit historique pour eux deux. Avec cette ascension, ils sont devenus les premiers Norvégiens à avoir jamais gravi le K2 avec succès. Ils ne sont pas restés longtemps. Connaissant les règles de la montagne, ils ont dû redescendre rapidement. La lumière a commencé à baisser et ils ont dû bouger. Rolf, qui était encore épuisé par l'ascension, s'est illuminé d'un sourire en les voyant. Il se réjouissait de leur succès. Lars a proposé à Rolf de diriger la descente, mais il a refusé. Donc, pendant la descente, Lars est passé en premier, suivi de Rolf, puis de Cecilia. Ils ont entamé leur descente ce soir-là, leur lampe frontale perçant l'obscurité. Leur lampe frontale perçait à l'obscurité tandis qu'ils descendaient prudemment les pentes raides et glacées. En alpiniste expérimenté, ils savaient qu'une erreur pouvait leur être fatale. Mais c'était le K2. Sur ces pentes, parfois, être prudent ne suffit toujours pas. En descendant, un grondement profond résonna soudain dans la montagne. Le sol sous les pieds de Cecilia trembla violemment. Cecilia trébucha, essayant de garder son équilibre. Elle leva les yeux et vit une lumière vaciller puis s'éteindre. Cecilia ne put qu'observer avec horreur son mari, Rolf, frappé par la glace qui tombait. Un instant, il était là, et l'instant d'après, il avait disparu, englouti par la montagne. Cecilia appela Rolf, sa voix peinant à percer l'air raréfié et le vent rugissant. Mais aucune réponse, seulement le silence. Lars se précipita en avant, cherchant désespérément dans l'obscurité la moindre trace de sa présence, tandis que Cecilia restait figée, sous le choc et l'incrédulité. Elle espérait désespérément qu'il était sain et sauf. Les minutes semblèrent des heures, mais lorsque Lars appela enfin, sa voix tremblait alors qu'il prononçait les mots qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. Rolf est parti, on ne peut qu'imaginer la panique et le chagrin, mais il n'y avait pas de temps pour faire le deuil. Cecilia devait continuer d'avancer. Les cordes fixes, utilisées à la montée, étaient ensevelies ou détruites. Leur itinéraire, soigneusement suivi à la montée, avait disparu en un instant. Elle était bloquée, à plus de 8000 mètres d'altitude, dans la zone de la mort, sans aucun moyen clair de redescendre. Elle s'est forcée à faire un pas, puis un autre. Elle portait avec elle le choc et la peur, tout en se concentrant sur une seule chose, survivre à la descente. Les heures s'écoulaient lentement et péniblement, tandis que Cecilia descendait le K2. Ses forces s'amenuisaient. L'air raréfié rendait la respiration difficile et son corps était endolori par l'épuisement. Mais elle ne pouvait s'arrêter, sachant que si elle cessait d'avancer, elle ne survivrait pas. Alors, elle s'accrochait à la montagne, descendant pas à pas dans l'obscurité, sachant qu'un faux pas pourrait lui être fatal. Bien qu'elle doutait de réussir, elle a persévéré. Finalement, elle a atteint le camp 4, épuisée mais vivante. Ce jour-là, son mari et 10 alpinistes sont morts sur le K2 à cause d'une chute de glace. C'est l'un des jours les plus meurtriers de l'histoire de la montagne.
Au moment où Cecilia était finalement revenue au camp de base, elle avait traversé l'enfer. Elle avait marqué l'histoire et, d'une manière ou d'une autre, survécu à la montagne sauvage. Mais le prix à payer était trop lourd. Venue au K2 pour grimper avec son mari, elle n'en est repartie qu'avec des souvenirs cauchemardesques et le cœur brisé. L'histoire de Cecilia n'est pas la seule marquée par la nature impitoyable du K2. Pour certains alpinistes, l'appel de la montagne est plus fort que la peur de perdre. La prochaine histoire l'illustre bien. Alison Hargreaves a répondu à l'appel de la montagne. Voici son histoire. Alors imaginez ceci. Nous sommes à l'été 1995 et vous vous tenez au pied du K2, regardant ces pentes imposantes. Le ciel est dégagé, l'air est rare et vous savez que vous allez affronter l'un des plus grands défis de votre vie. C'est là qu'Alison Hargreaves se tenait, une alpiniste britannique de 33 ans et mère de 2 enfants. Mais elle ne voulait pas seulement atteindre le sommet, elle voulait marquer l'histoire. Alison se distinguait des autres alpinistes. Même chez les alpinistes, elle était à part. Pas seulement parce qu'au début de l'année, elle avait fait la une mondiale en devenant la première femme à gravir l'Everest en solo sans oxygène. Elle a aussi vaincu la face nord de l'Eiger en hiver alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Elle était déterminée, passionnée et farouchement indépendante. C'était une alpiniste qui pensait qu'il fallait toujours choisir la difficulté. Alors, lorsqu'elle se tenait au pied du K2, son objectif n'était pas seulement de réussir l'ascension. Elle voulait encore marquer l'histoire. Cette fois, en escaladant la montagne la plus dangereuse du monde dans les conditions les plus difficiles. Pas d'oxygène, pas de porteur d'altitude et aucun compromis. En juin 1995, Alison est arrivée au pied du K2, prête à affronter la montagne par l'éperon des Abruzzes. Cet itinéraire, nommé d'après le duc des Abruzzes, qu'il a tenté en 1909, est l'un des plus populaires, mais aussi l'un des plus techniques pour atteindre le sommet. Il a coûté la vie à de nombreux alpinistes et comme vous allez bientôt le voir, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. L'éperon des Abruzzes s'élève brusquement depuis la base du K2 et se poursuit sur un parcours impitoyable de 3350 mètres le long de l'arête sud-est de la montagne. C'est un itinéraire impitoyable qui exige non seulement de la force et de l'endurance, mais aussi une incroyable habileté et des nerfs d'acier. L'itinéraire commence par la cheminée de House, une paroi de roche et de glace presque verticale de 600 mètres nommée d'après l'alpiniste américain Bill House, qui l'a escaladée pour la première fois en 1938. Les alpinistes doivent se hisser en utilisant des crampons et des piolets. Cette section, très difficile, n'est franchie que par les plus endurants et déterminés. Ce n'est que le début. Après la cheminée de House, tout se complique. Ensuite, il y a une section appelée la pyramide noire, un labyrinthe de rochers pointus et instables qui dépassent à des angles impossibles avec des plaques de glace plus glissantes que du verre. Tu dois surveiller chaque pas et tester chaque prise. Un seul faux pas ou un rocher instable et c'est fini. Les grimpeurs avancent lentement, leurs nerfs mis à l'épreuve, conscients qu'une chute les ferait tomber de plusieurs centaines de mètres. Mais Alison n'a pas été ralentie par cela. Elle a continué à avancer, progressant régulièrement sur la montagne, les yeux fixés sur le sommet. Mais le temps n'était pas de son côté cet été-là. Les tempêtes frappèrent la montagne chaque jour, forçant les alpinistes à battre en retraite plusieurs fois. L'un de ses coéquipiers, le Britannique Alan Hinkies, a réussi à profiter d'une première fenêtre météo favorable et à atteindre le sommet avant que les conditions ne se détériorent. Mais Alison n'était pas pressée. Elle était patiente et prudente. Elle savait que le K2 n'était pas une montagne ordinaire. Au 6 août, Alison avait grimpé jusqu'au camp 3 2 fois et jusqu'au camp 4 une fois. À chaque tentative de monter plus haut, le temps se dégradait. Elle a dû s'arrêter juste au-dessus de 26 000 pieds. La majorité de son équipe est rentrée, mais elle et le chef d'expédition Rob Slater ont décidé de rester pour tenter une nouvelle ascension. La plupart des alpinistes ont quitté le camp de base, mais quelques grimpeurs d'autres équipes restent, espérant une ultime chance d'atteindre le sommet. Le 9 août, ils ont aperçu une brève fenêtre de beau temps et ont décidé d'en profiter rapidement. Le plan était d'aller jusqu'au sommet cette fois-ci. Mais dès qu'ils ont atteint le camp 3, ils ont découvert le désastre. Une avalanche avait détruit leur tente. Sur la plupart des montagnes, cela indiquerait clairement une erreur de campement. Mais ici, c'est le K2. Il n'y a pas d'endroit sûr. Les avalanches peuvent survenir partout, à tout moment.
Allison et les autres alpinistes ont passé plus d'une heure à chercher leur équipement sous la neige. Après avoir récupéré ce dont ils avaient eu besoin, ils ont rejoint sans incident le camp 4 le 11 août. Heureusement, le camp 4 était toujours debout. Le 12 août, il faisait un temps magnifique et clair. Cela aurait été idéal pour tenter l'ascension du sommet, mais ils étaient trop fatigués par celle de la veille. Alors, ils ont choisi de se reposer. Le lendemain, le 13 août à 2 heures du matin, Allison et 10 alpinistes sont partis au sommet. Dès le début, l'ascension a eu des problèmes. La neige était instable et la météo s'annonçait incertaine. 5 alpinistes ont choisi de faire demi-tour avant d'atteindre le couloir du Goulet. Le couloir du Goulet est une section étroite et dangereuse où il faut grimper sous un énorme sérac qui pourrait s'effondrer à tout moment par temps instables. C'est la partie du K2 où tu réalises que tu tentes vraiment le diable. L'un des alpinistes qui a fait demi-tour était Peter Hillary, fils de la légende de l'Everest Sir Edmund Hillary. Il n'aimait pas l'aspect du temps et a décidé qu'il était temps de battre en retraite. Mais Allison a continué. Elle a persévéré, portée par cette même détermination qui l'avait menée au sommet de l'Everest. Et à 18h17, elle a finalement atteint le sommet du K2. Elle se tenait à 8611 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'un des points les plus élevés de la Terre. Elle faisait partie des rares femmes à l'avoir jamais fait, et certainement l'une des très rares alpinistes à l'avoir accompli sans oxygène supplémentaire. C'était un accomplissement extraordinaire, un autre triomphe pour une femme qui avait passé sa vie à prouver que tout était possible. Elle n'en avait alors aucune idée, mais une masse d'air chaud et humide remontait la vallée depuis le sud, et elle allait entrer en collision avec un puissant anticyclone arrivant du côté nord chinois de la montagne. La tempête avait déjà touché Piotr et les alpinistes à 17h. Ils descendaient le Broad Peak voisin à environ 600 mètres plus bas que le K2. Soudain, ils luttaient pour sa vie contre des vents de 130 à 160 km/h. Fuyant pour s'abriter, ils ont observé le K2 avec horreur. Ils distinguaient encore des silhouettes sur la montagne tentant d'atteindre le sommet. C'était Allison et d'autres alpinistes qui continuaient à monter, totalement inconscients de la catastrophe qui arrivait vers eux. À 18h17, après avoir atteint le sommet, Allison et les autres ont entamé leur descente. Le temps restait clair au sommet et ils ignoraient ce qui les attendait. Alpinistes chevronnés, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'attarder. Ils n'avaient pas beaucoup avancé quand la tempête est arrivée. C'était un immense mur de vent et de neige qui s'abattait sur eux sans prévenir. La température a chuté brutalement et en quelques minutes, la visibilité avait disparu. C'était le chaos. Les alpinistes étaient dispersés, essayant de trouver un moyen de redescendre, mais sans corde fixe auquel s'attacher et sans aucun abri, ils n'avaient aucune chance. La montagne les a engloutis un par un alors que le vent les soulevait et les projetait sur la face sud. Avec Allison, il y avait 3 Espagnols, un Néo-Zélandais et un Américain. Quelques jours plus tard, les 5 alpinistes restants, en descendant après le camp 4, ont trouvé une botte sur une corniche. Elle appartenait à Allison. Ils ont regardé de l'autre côté et ont vu son corps dans sa combinaison d'alpinisme verte allongée à des milliers de pieds en contrebas là où elle était tombée. Ils savaient qu'ils devaient la récupérer, mais épuisés, ils ne pouvaient pas la ramener en bas. Alors, ils ont continué à descendre, laissant l'une des plus grandes alpinistes britanniques là où elle était. Allison Hargreaves avait 33 ans lorsqu'elle a laissé 2 enfants qui ont grandi en sachant que leur mère était l'une des alpinistes les plus courageuses de l'histoire. Elle est venue au K2 pour marquer l'histoire et elle l'a fait. Les histoires partagées montrent pourquoi le K2 est si dangereux et coûte la vie à de nombreux alpinistes, quel que soit leur niveau. La première chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord, c'est la météo. Le K2 est bien connu pour ses conditions extrêmes et imprévisibles, et tout cela est lié à la géographie. Vous voyez, le K2 est situé au centre de la chaîne du Karakoram, qui est l'une des zones géologiquement les plus actives au monde, car la chaîne du Karakoram se trouve à la frontière entre 2 continents qui entrent en collision, ce qui influence les systèmes météorologiques. Les vents peuvent rugir depuis l'Asie centrale, apportant des températures glaciales et une neige aveuglante. Pendant ce temps, la mousson d'été provenant de l'océan Indien peut pousser de l'air chaud et humide dans les vallées, ce qui peut provoquer de fortes chutes de neige et des conditions de glace dangereuses. Cette position fait du K2 un aimant pour les tempêtes soudaines et violentes.
Et contrairement à l'Everest, qui est partiellement protégé des intempéries violentes par les sommets environnants, le K2 se dresse presque seul, totalement exposé. Les pentes abruptes de la montagne sont exposées au système météorologique instable, entraînant des conditions très imprévisibles, pouvant changer soudainement. Par exemple, en 2008, des conditions météorologiques brutales sur la montagne ont provoqué l'effondrement soudain d'une plaque de glace à 26 000 pieds. Cette avalanche a coûté la vie à 11 alpinistes en une seule journée et en a blessé beaucoup d'autres. Et malheureusement, l'instabilité du terrain rend presque impossible de prévoir quand ou où ces incidents pourraient se produire. Et il y a aussi la forme même de la montagne. Le K2 est connu pour ses pentes abruptes et exposées. Contrairement à beaucoup d'autres hautes montagnes, le K2 a peu de pentes douces ou de zones plates. Les itinéraires vers le sommet sont très techniques et forcent les alpinistes à contourner des parois de glace verticales et de grands séracs en surplomb. Un faux pas, une petite erreur peut envoyer un alpiniste dévaler des milliers de pieds. Et puis il y a l'altitude. À 8611 mètres, le K2 est la deuxième plus haute montagne du monde. Comme mentionné plus tôt, à cette altitude, le niveau d'oxygène est environ un tiers de celui au niveau de la mer. C'est la fameuse zone de la mort où le corps humain ne peut pas s'acclimater au manque d'oxygène. Chaque respiration devient une lutte, menant le corps à s'éteindre lentement. C'est une mort lente, plus vous restez là-haut, avalanche ou pas, météo changeante ou non. Les alpinistes souffrent souvent du mal aigu des montagnes avec des symptômes comme des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Mais cela peut devenir bien pire. L'œdème pulmonaire d'altitude, OPA, remplit les poumons de liquide, tandis que l'œdème cérébral d'altitude, OCA, provoque un gonflement du cerveau. Les deux peuvent être mortels sans descente immédiate. Et sur le cas de descendre est souvent plus facile à dire qu'à faire. Contrairement à l'Everest, qui voit des centaines d'alpinistes chaque saison, le K2 est beaucoup moins populaire. Le village le plus proche est à plusieurs jours de marche et la montagne est loin de toute grande ville ou hôpital. Cet isolement signifie que si quelque chose tourne mal, comme c'est souvent le cas, le secours n'est pas garanti. Même les hélicoptères mobilisés font face à des difficultés comme la météo imprévisible et l'absence de zone d'atterrissage. Les alpinistes savent qu'une fois l'ascension commencée, ils sont surtout livrés à eux-mêmes. Enfin, le froid extrême et le vent glacial du K2 créent un environnement brutal. Les gelures sont courantes et le froid peut rendre des tâches simples comme accrocher une corde ou enfiler un gant presque impossible. Lorsque la température chute et que le vent se lève, on a l'impression que l'air lui-même vous transperce. Sur le K2, chaque décision que vous prenez est une question de vie ou de mort. Que porter, quel équipement emporter et quand avancer ou faire demi-tour. Tous ces facteurs se combinent pour faire du K2 une véritable épreuve d'endurance, de compétence et de volonté humaine. C'est une montagne qui ne pardonne pas les erreurs, une montagne où même la plus petite faute peut être fatale. Un lieu où la nature peut submerger même les alpinistes les plus aguerris, les laissant à la merci de la montagne. Alors, sachant tout cela, comment pensez-vous que les expéditions vers le K2 pourraient être rendues plus sûres? Faites-moi part de vos réflexions. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.